Les semaines se suivent et se ressemblent dans le COMEX, des envolées philosophiques de Thibaut aux analyses géopolitiques de JB, en passant par les revues de presse de Flo et sans oublier la sexualité adolescente de David Glusman. On peut dire que les habitudes sont là, des habitudes auxquelles on peut ajouter ces dernières semaines un sentiment de déprime. La haine dans le football, les malversations politiques des instances, la radicalisation de certains supporters, l'ultra-financiarisation du football. Une simple observation des thèmes traités cette semaine après semaine dans ce podcast nous permet de constater que le football en 2023 ne se porte pas au mieux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les dernières semaines ne nous ont pas réconciliés avec lui, et d'autant plus quand on parle de notre cher football français. Les 2 dernières journées de Ligue 1 ont accouché d'un triste bilan sportif de seulement 25 buts en 17 matchs, dont un quart pour le PSG. Un chiffre qui vient confirmer un net recul dans le niveau de performance de nos clubs français cette saison. Les grosses cylindrées déçoivent. L'inconstance du PSG, le manque de ligne directrice de l'OM, la descente aux enfers de l'OL, la fin de cycle rennaise. Pendant que les équipes séduisantes de l'an passé, comme Lille, Lens ou Reims, s'assurent des résultats sans nous enchanter comme c'était le cas l'an passé. Enfin, les belles surprises de la saison comme Le Havre, Brest et dans une autre mesure Nice surprennent plus par leurs résultats et leur efficacité que par leur jeu. C'est sans compter sur des équipes comme Toulouse ou Montpellier qui réinventent chaque saison le concept de ventre mou qu'ils ont eux-mêmes inventé. Bref, malgré quelques satisfactions collectives et individuelles, c'est un sentiment de désintérêt profond qui se dégage de cet exercice 2023-2024. Paradoxalement, ce sentiment ne se ressent pas dans les stades de Ligue 1 qui connaissent une hausse de près de 14% de fréquentation par rapport à la saison passée, alors même que le championnat est passé de 20 à 18 équipes. Mais un sentiment bien ressenti par les dirigeants d'Amazon Prime, eux qui déboursent annuellement environ 300 millions d'euros pour diffuser notre championnat, ne réaliseraient des recettes que de 170 millions d'euros, soit près de 130 millions d'euros de pertes par an. Une situation financière expliquée notamment par le manque de compétitivité du championnat et qui expliquerait la non-participation de la chaîne au dernier appel d'offres de la Ligue pour les droits de télé. La Ligue de football professionnel, qui considérait d'ailleurs cette année comme le retour à la normale après plusieurs années de galères financières pour les clubs suite à la pandémie. Cette saison devait être celle des grandes refontes des clubs. CVC avait réussi le braquage du siècle en achetant 13% des droits TV du championnat, ce qui représentait une certaine quantité de liquidité directement disponible pour les clubs. À Et vie, Vincent Labrune, à vie, 13% à ouais. vie. Ah oui, C'est j'ai oublié surtout de le ça. préciser. Et Vincent Labrune espérait faire grimper le montant total de ses droits TV à plus de 1 milliard d'euros. Vaste supercherie. Pourtant, la Ligue avait montré des signes positifs ces dernières saisons. Le passage progressif de la Ligue 1 puis de la Ligue 2 de 20 à 18 clubs permettait aux clubs professionnels de s'assurer une meilleure répartition des revenus et promettait surtout un allègement des compétitions et donc plus de temps pour travailler et aussi une certaine fraîcheur physique évidemment. La Ligue avait aussi démontré une certaine pédagogie sur le sujet de l'arbitrage en libérant la parole de ses acteurs et en autorisant ponctuellement leur mise sur écoute, une initiative saluée par de nombreux acteurs du monde du ballon. Mais ces initiatives restent trop peu nombreuses et ne masquent absolument pas les manques d'ambition sportive, économique et politique. Ajoutez à ça des problèmes sécuritaires dans et en dehors des stades, une année sans compétition sportive internationale, un désintérêt pour une équipe de France censée jouer un rôle de fer de lance, et aussi un contexte politique national et international qui monopolise une partie de l'attention et cristallise les tensions. Et vous obtenez la recette parfaite pour une émission du COMEX sur un désintérêt profond de la Ligue 1. Peut-on encore aimer la Ligue 1? Donc, ce sera notre sujet du jour pour ce 8e épisode du COMEX. Et on enregistre tard ce soir et on enregistre avec des mecs qui bossent tôt le matin. Donc, pas le temps pour de vraies introductions aujourd'hui, messieurs. On trace. Je me lance donc dans une petite introduction Gilbert Bribois. Pas de vanne, je hurle vos prénoms, vous répondez bonjour et on enchaîne. David Glusman, comment ça va? Présent, mais alors sur la sexualité adolescente, il faut que je précise que j'étais adolescent aussi à l'époque, en fait. Ne me faites pas passer pour le Dino Scala de Oui, c'est... Neuilly-sur-Seine. Donc, non, Pardon. voilà, Ça, juste ça qu'on allait. non, mais je rassure nos auditeurs, j'avais moins de 18 ans à l'époque avec la fille du président de Villers-Saint-Christophe. Ce Voilà. sont... Ce sont des habitués, ils savent de quoi on parle évidemment. Thibaut Leplat, comment allez-vous? Oui, oui, tout à fait. Ça va. Très, très instructif toujours. Putain, je croyais que tu étais habitué aux intros de l'after, je pensais que tu allais te dépêcher et pas du tout. JB Guégan, comment Chef, allez-vous, oui, monsieur? chef. Bah écoute, tout va bien. Très bien. Flo, ce petit concert de Madonna? Pouah, c'est très très bien, mais c'est magnifique. Il y en a 4, il y en a encore 3 à venir, j'en peux plus. Ah, bah, très bien, parfait. C'est pas Tu Chirac nous qui avait tiendras au courant de la suite. reçu la petite culotte de Madonna ou un truc comme ça? Il y a pas une Bien histoire, comme ça? sûr, mais bien sûr que si. Ah, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait une petite anecdote politique comme ça Ce serait pas qu'on arrivé avait à oublié. Mitterrand, ça. Non. Je sens que Mitterrand va arriver encore plus tôt que prévu aujourd'hui. Voilà. Bon, messieurs, enfin, pardon, messieurs, pas messieurs, plutôt ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous en avez la possibilité, vous le savez, sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Vous avez les liens directement vers notre cagnotte et le asso. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez repartager ce podcast auprès de vos proches ou encore sur les réseaux sociaux. Ça nous fait beaucoup d'aide. Peut-on encore aimer la Ligue 1? C'est évidemment un sujet
notre sujet du jour et c'est David qui va commencer cette fois-ci. Tout à fait, comme j'ai l'impression que tu m'as un peu lancé sur le sujet, de l'amour, des relations, entre adultes ou pas consentants. Non, mais pour aimer, sur la durée, il faut bien évidemment de la constance, il faut créer de l'attachement, il faut créer de l'habitude, pour que ce soit les téléspectateurs, les spectateurs, les consommateurs et notre Ligue 1, nos clubs de Ligue 1 sont malheureusement infidèles par nature et infidèles également par obligation. Donc pourquoi ils sont infidèles par obligation? Car ils sont bien évidemment trop dépendants des plus-values effectuées sur le marché des transferts, donc des droits de mutation, qui chamboulent très régulièrement les effectifs. Il y a un réel problème d'identification, des supporters à leur équipe, puisque les joueurs, changent de façon de plus en plus rapide. C'est encore plus patent avec le phénomène de multipropriété qu'on a développé en long, en large et en travers. Pour vous donner un exemple, les 3 plus grosses recrues de l'histoire de l'Estac ont joué 16 minutes en combiné pour l'Estac. Il y en a un qui s'éclate, à Gérone, Savio. Il y en a un, Metigno, qui avait été prêté à Lommel, un des clubs, filiales, et il y en a un autre aussi qui a été prêté à Lommel. Donc c'est-à-dire que c'est pour un montant combiné de 18 millions d'euros. C'est une somme qu'aurait bien aidé, je pense, Patrice Kisnorbo à maintenir les stacks en Ligue 1 et bientôt en Ligue 2, puisque si Bordeaux n'est pas, j'ai pas eu le droit à ma vanne d'ailleurs hebdomadaire, puisque Bordeaux a gagné, mais si Bordeaux ne va pas très bien, les stacks ne va pas très bien non plus. Donc pour vous donner quelques chiffres, sur les 5 dernières années, il y a 30 clubs qui ont joué en Ligue 1. Sur ces 5 dernières années, combien de clubs pensez-vous ont eu une balance des transferts déficitaire? C'est-à-dire qu'on pris des risques sur les marchés des transferts significativement pour se renforcer sur 30. Vous mettez déjà le PSG, bien évidemment, hein, mais 30. Non, non, déficitaire, non, du coup, l'inverse. déficitaire. Ah, C'est-à-dire que du coup, qui ont il y en a plus 5. investi que. Il y en a 5 sur 30. Il y a 25 clubs sur 30 qui ont vendu massivement, simplement pour survivre. Parce que c'est une anecdote et un fait d'ailleurs que je partage régulièrement avec Thibaut Qui a sur rien la compris saison d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. 2021-2022. Comment? Qui a rien compris d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. C'était pas très compliqué comme stade Ouais, pourtant. j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, continue, c'est pas grave. Donc en fait, non, il n'y a pas de souci, mais j'aurai le temps de l'expliquer après. En fait, pour survivre, les clubs s'affaiblissent et il y a 25 clubs sur 30 dont la survie dépend, en tout cas en grande partie, d'un affaiblissement d'effectifs, donc d'une énorme rotation et de ventes significatives sur le marché des transferts. Parmi ces clubs qui ont une balance de transfert exagérément excédentaire, il y a plusieurs des locomotives qui ont été récompensées par CVC. Le LOSC, 308 millions. L'OL, 300 millions. Monaco, 140 millions. Alors Bordeaux, malheureusement, n'est pas une locomotive. Mais les 3 premiers clubs sont 3 clubs qui sont justement récompensés par CVC, qui sont censés être des locomotives et qui s'affaiblissent régulièrement juste pour survivre. Donc, cette dépendance au droit de mutation, aux résultats exceptionnels, entraîne bien évidemment un risque d'exécution assez important. Il y a un risque d'exécution, pourquoi? Car il y a un risque de volatilité, que le marché des transferts est bien entendu volatile. Un peu comme une action, le club est dépendant du volume de trading, puisqu'on parle de politique de trading, c'est-à-dire que de l'appétit des clubs acheteurs. Un seul événement économique défavorable dans les gros clubs acheteurs, dont la Première Ligue, comme on l'a vu à une époque avec la règle des home ground players qui obligeait les clubs de Première Ligue à acheter beaucoup plus de nationaux, peut impacter le business plan, voire même la survie de nos clubs français. Idem avec un risque réglementaire. Si demain les règles de comptabilisation des étrangers changent, ça peut affecter la valeur des joueurs français du tout au tout. On l'a vu pendant quelques années sur la réglementation post-Brexit, où le gouvernement avait durci les critères pour les joueurs européens
pour signer en Première Ligue et il y a eu moins de transferts de la Ligue 1 vers la Première Ligue. Donc, c'est ce recours systématique au trading, à la rotation des effectifs, au changement de personnel qui empêche une identification et qui impacte non seulement les performances, donc il y a ce côté fierté qui est impacté et le côté attachement aussi aux joueurs, au club. Les supporters, la méthode Longoria, elle est supportée, elle est acceptée tant que les résultats suivent. On voit là que dès que les résultats, alors bien évidemment, je ne légitime pas euh, la méthode, les méthodes utilisées pour contester la politique de Longoria, mais on voit que dès qu'un grain de sable vient s'insérer dans la machine, dès que la politique de trading est un peu moins efficace, il y a un retournement de situation très rapide de la part des supporters qui n'impacte pas la fidélité, mais qui impacte justement l'amour ou la fierté en tout cas que les supporters peuvent avoir pour leur club. Donc ça, c'est l'aspect fidélité. Et le deuxième, alors puisque c'est désormais la mode, c'est la question, ce que j'appelais l'amour virtuel pour son club, la stratégie d'amour virtuel, la tinderisation du football, qui est à mon sens pas assez développée. Tinderisation, pourquoi? Je ne vise qu'un élément, c'est mon petit gazon, qui est un peu ce qui est un peu à la Ligue 1, ce que la Fantasy Première Ligue est à la Première Ligue. Mon petit gazon, c'est un jeu en ligne, il y a une appli, ça répond à un système de draft où tous les concurrents ont un budget, donc 500 millions en l'occurrence donné, et avec des tours de draft, on se bâtit un effectif et on bat son adversaire, donc la plupart du temps ses amis, en fonction des résultats réels. Donc c'est un jeu qui existe depuis 2011, qui se calque un peu sur le modèle, d'ailleurs c'était le but des fondateurs des Fantasy League anglo-saxonnes, et c'est un jeu qui a évolué, qui s'est professionnalisé, qui a connu ses adversaires, puisque l'équipe, les notes étaient utilisées et l'équipe y a trouvé parti, a décidé de faire un partenariat avec MPG. La LFP, qui était un adversaire farouche, a fini par le racheter, mais on plafonne à 1,3 million d'utilisateurs en 2019 avec un chiffre d'affaires à 1,5 million, ce qui est quand même relativement modeste, en 2022. Donc c'est une ressource qui est particulièrement sous-utilisée quand on voit l'impact que peut avoir la Fantasy Premier League qui a 11,5 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même assez conséquent. Et l'impact je sais que Flo y joue, des drafts, des fantasy drafts dans les sports américains. Et c'est quelque chose qui accroît vraiment l'engagement, la popularité et qui pourrait susciter l'adhésion des suiveurs à la Ligue 1. Moi, je connais personnellement plusieurs personnes qui ont commencé, qui ne suivent la Ligue 1 que pour MPG. Les gens te disent: «Ah, tu sais, moi, la Ligue 1, j'ai un peu lâché, mais bon, il y a MPG». Donc, au minimum, ils prennent l'abonnement Free instantané, qui coûte, enfin, qui a été mis aux enchères, que Free avait remporté à 42 millions. Donc, ils consomment de la Ligue 1 en instantané, dans petites capsules, petits shots de Ligue 1, mais ils consomment. C'est des gens qui s'intéressaient pas ou peu au foot et qui avaient lâché le foot, mais qui reviennent par le biais de mon petit gazon. Donc, cette espèce de tinderisation, d'amour virtuel de la Ligue 1, c'est vraiment quelque chose à développer. Quand on voit la croissance exponentielle et le format quand même très très sympathique et addictif du jeu, c'est quelque chose qui est à développer pour justement faire aimer ou re-aimer cette Ligue 1. Donc moi, c'est sur ces deux caractères que je voulais insister dans ma présentation. Merci beaucoup David et je te laisse enchaîner Thibaut. Oui, alors moi je voulais évoquer à travers la question qu'on traite aujourd'hui, peut-on encore aimer la Ligue 1? Un paradoxe qui m'a sauté aux yeux, pas plus tard que hier, aujourd'hui. Enfin, j'ai d'ailleurs consacré mon édito de la hebdomadaire de la revue qui sort aussi aujourd'hui au même sujet. Une stat en fait très bizarre. D'un côté, alors qui date de la semaine dernière,
la Ligue 1 et la LFP qui se gargarisaient de résultats exceptionnels, de performances d'étiers exceptionnelles en tribune, à savoir une des meilleures années, si ce n'est la meilleure année, en termes d'affluence dans les stades. Donc les Ligue 1, que je veux dire rapidement communiqué, c'est tout simplement un record historique avec une affluence moyenne de 31 484 spectateurs, soit un taux de remplissage qui s'élève à un niveau record de 85%, soit 4 points de mieux qu'en 2022-2023, avec un match en moins en plus. Et près de la moitié des stades affichent un taux supérieur à 90%. Donc Lens, Brest, Paris, Strasbourg, Marseille, Rennes, Clermont et Lorient sont en particulier dans ce palmarès. Donc d'un côté ça, donc ça c'est un communiqué qui a été publié le 7 novembre. Et en même temps, dans le même temps, les résultats sportifs et les performances sportives de notre Ligue 1, qui est à l'exact inverse des performances des tribunes, à savoir, on parle de 12 buts sur la journée, non, 13 buts la dernière journée, la 11e journée, 12 buts sur la 12e journée, des matchs, et si c'était que les buts, des matchs, alors j'ai pas vu les 18 matchs, mais j'en ai vu au moins la moitié, et la moitié que j'ai vu, j'ai bien dormi. On voit des joueurs pas concernés, on voit des matchs qui démarrent à la 80e minute, qui jouent 10 minutes, Il y des a joueurs qui 3 jouent 10 équipes qui minutes. marquent plus que l'année dernière. 3 équipes qui marchent plus que les dernières. Sur 18, il y a 3 équipes qui marquent plus que l'année dernière sur 18, c'est fou. Bah voilà, et t'as comme ça une espèce de paradoxe, de distension entre d'un côté l'assistance au public, l'assistance du public, l'affluence dans les stades, c'est-à-dire donc les attentes du public, le public est là, et de l'autre côté, la production qui est proposée, qui est absolument pas conforme aux attentes qui semblent en tout cas se manifester. Et ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que on a là une espèce de décalage complet entre le désir de donner et le désir de recevoir. Il y a des gens qui veulent recevoir beaucoup et d'autres qui veulent absolument pas donner. Et quand on regarde la liste qui est fournie par la LFP elle-même, c'est très très rigolo de faire ça. Je me suis amusé à faire ça tout à l'heure. C'est les clubs qui sont présentés comme étant un peu le palmarès des stades les plus remplis sont tous des clubs qui vont mal cette saison. Lens, qui est absolument pas à la hauteur de ce qu'il a fait la saison dernière. Brest, qui est rentré dans le rang maintenant, qui est 9e. Alors, à part Paris, peut-être un peu en décalage, mais Paris est toujours un peu en décalage sur tous les rankings, tous les types de classements. Strasbourg, bon, je vous fais pas un dessin. Marseille, pareil. Rennes, extrêmement décevant. Clermont, relégable, enfin, qui est plus relégable, qui joue, qui trompe la mort à peu près chaque saison. Et Lorient, qui n'est pas à la hauteur de la saison dernière. Et le point commun de tous ces clubs-là, c'est qu'ils ont un taux d'affluence extrêmement important. Et c'est très bizarre de voir à une nouvelle fois que dans le palmarès, on voit c'est le palmarès des gens déçus en réalité. Et quand on veut calculer l'affluence, on ne calcule pas l'affluence, on calcule le nombre de milliers de personnes que la Ligue 1 déçoit. Et ce qui se passe là, en fait, c'est quelque chose de très très curieux qui est en fait une espèce de manifestation de ce qui est en train de devenir notre football, c'est-à-dire à la fois un football qui se modernise, qui mesure tout, qui calcule tout, qui a une sorte de folie bureaucratique où on va tout mettre tout dans les cases. Alors tu parlais du MPG, moi je trouve ça consternant de considérer que c'est bien, que ce soit positif que les gens ne regardent pas le foot, mais qu'à travers MPG ils suivent la Ligue 1. Pour moi c'est du chinois, mais peut-être que je suis déjà trop vieux, je suis déjà obsolète, donc je l'admets volontiers. Moi j'étais sur MPG, j'ai arrêté parce que je comprends plus rien au bout d'un moment, j'arrive plus à regarder les matchs. Ça c'est exactement l'inverse. Rien compris. Non, mais je comprends, mais c'est juste que je leur ai dit à RMC, j'ai pas le temps en fait, tu vois, faut que je travaille, enfin j'ai pas le temps. Je peux pas regarder un match en regardant juste des joueurs, enfin j'arrive pas à comprendre. Puis le mercato, enfin ça, bref. Tant mieux si ça existe, mais moi je comprends rien. Donc d'un côté, tu as une espèce de folie administrative, bureaucratique, qui consiste à tout mettre dans des cases, tout mettre dans des procédures, dans des process, à faire du reporting, tu vois, avec CVC, tu fais des reporting, des PowerPoint, à faire un truc hyper moderniste, moderniste des années 80, parce que bon, c'est du vocabulaire des années 80, mais bon, peu importe. L'idée que tu vas essayer de moderniser à travers des procédures, et en surchargeant, en fait, la réalité de procédures, de grilles de lecture, tu perds ce qui est l'essence même du jeu, à savoir la spontanéité. Tu perds ce qu'est la spontanéité, c'est-à-dire donc la passion.
Ça m'a fait penser à un texte de Valdano sur lequel je suis retombé à cette occasion-là, qui se pose cette question-là, qui se pose la question de la bureaucratie dans le football, en considérant que on a surchargé le football. Et lui, il parle du point de vue du joueur lui-même. Le joueur de procédure, d'attente, de bureaucratie au sens propre, vraiment, où c'est vraiment des procédures. Que c'est qu'un système tactique? C'est une procédure. Le contre-pressing, la folie du pressing qu'on a en ce moment. Qu'est-ce que ça génère? Des équipes qui jouent toutes les deux à presser. Si tu n'as plus rien à presser, il n'y a plus de match. C'est terminé. Ce sont des procédures, ce sont des manières prévues à l'avance d'organiser ton action et qui fait que tu as une perte totale d'initiative et de spontanéité. Et ce que dit Valdano de manière très intéressante, c'est qu'il dit le problème, il pose la question à Jorge Griffa, qui est le mentor de Bielsa et qui est un peu une sorte d'énorme formateur en Argentine, qui est un vieux monsieur, je crois d'ailleurs qu'il est mort récemment, il me semble. Il demande quel est le problème en fait du football moderne dans la formation. Il parle de la formation, mais je crois qu'on peut l'étendre à l'ensemble du football. Il dit c'est l'indolence. L'indolence, c'est-à-dire la déconnexion entre ton action et ta passion. C'est-à-dire que ton action est tellement gouvernée par des procédures et par des choses qui sont pensées en dehors de toi que tu es décalé, tu es totalement déconnecté de ton action. Et tu deviens un robot, qui est soumis exclusivement à un ensemble de règles qui s'imposent à toi. Tu n'es plus toi-même acteur de ta propre action. Et moi, ce que je vois sur le terrain, ce que j'ai vu ce week-end-là, je pense au match de Lens, je pense au match de Lorient, par exemple. C'est un cas, pour moi, un cas d'école, Lorient, là-dessus. Je vois des joueurs qui sont totalement déconnectés du match, qui ne sont pas connectés entre eux, qui ne sont pas connectés de l'action, et parce que dans cet univers-là où on individualise les carrières, on individualise les progressions, on individualise même les clubs sont juste maintenant, sont là pour, tu parles de tindérisation, c'est le bon mot, effectivement, les clubs sont là pour faire plaisir au consommateur, ils sont là pour lui donner du plaisir à le consommateur individuel. Il n'y a plus de collectif, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de cette idée qu'on fabrique un commun ensemble. Et donc je crois que ce qu'on voit là, c'est une sorte de mélancolie un peu des joueurs eux-mêmes, parce que je crois que ça vient des joueurs, véritablement, ça vient pas des entraîneurs. Je vois vraiment dire, parce que les entraîneurs, il y a de bons entraîneurs, il y a pas de, je vois pas vraiment autant les années précédentes, on aurait pu contester. Là, on a quand même des gens qui ont des CV et puis qui ont fait leurs preuves dans notre domaine, donc je ne crois pas que ce soit un problème d'entraîneur. C'est vraiment un problème de joueurs qui sont surchargés, submergés par la peur de désobéir à des règles qui leur sont imposées, soit par les règles tactiques elles-mêmes, les règles du jeu, soit par les règles du football circus, à savoir les réseaux sociaux et la data, et qui sont confrontés en permanence à des injonctions contradictoires, tâcher de faire plaisir à tous ces gens en même temps, ce qui fait qu'on perd ce qu'est l'essence même du jeu, à savoir la spontanéité. Merci beaucoup Thibaut, et je laisse JB terminer cette première partie. Alors, peut-on encore aimer la Ligue 1? Pour moi, la Ligue 1 m'ennuie, son feuilleton m'exaspère, le jeu n'est pas au rendez-vous, on en a parlé. Il y a certains clubs qui m'agacent, Toulouse, les clubs corses et tout leur folklore. Bon, c'est comme ça, c'est gratuit. Mais ça participe de l'écart que je mets entre la Ligue 1 et moi. Lens ne m'enchante plus comme l'an passé, hein, vous l'aviez dit tout à l'heure. Les highlights, ça suffit plus. Je joue plus à FIFA, je suis trop vieux pour ça. Et heureusement qu'il y a MPG et la lecture professionnelle du foot, sinon j'aurais clairement décroché. L'APL et ses highlights, finalement, me séduisent plus. Il suffit de regarder le week-end dernier. La Bundesliga, ça a un mérite, hein, c'est que ça me charme davantage. Nos stades ont des noms usés, sans cesse répétés. Il n'y a pas d'exotisme là-dedans. Et donc, il y a cette lassitude. La Ligue 1, c'est du connu, c'est finalement du très commun. Tu parlais d'amour déçu, d'amour disparu tout à l'heure. David, il y a un peu de ça. Ça sent la naphtaline, c'est une France un peu décatie. C'est peut-être aussi pour ça que moi, la Ligue 1, j'ai un peu de mal à l'aimer de plus en plus. Alors, j'ai peut-être plus le temps pour ça, je vieillis. Et puis, je me mets à rêver à la disparition de la Ligue 1, son remplacement par une Super League, une sorte de NBA européenne, mondiale, hein, qui ferait plaisir à Gianni. Une sorte d'économie du sport à la sauce nord-américaine, avec juste quelques clubs français qu'on suivrait et on aurait du jeu tout le temps en permanence avec des équipes qui jouent le jeu. Je me prends pour Textor et puis à un moment donné, je m'arrête parce que je me dis que la Ligue 1, c'est autre chose. Et que finalement, on n'a presque pas d'autre choix que de l'aimer parce qu'on est d'ici, parce que c'est chez nous, malgré tout. Au-delà des incompétences de la LFP, au-delà de ce qu'on voit, au-delà de l'absence de but, de jeu, de plein de choses, la Ligue 1, c'est la France des villes de foot. C'est une géographie amoureuse du pays.
C'est une cartographie de ces places fortes que l'on s'amuse à suivre depuis nos premières vignettes Panini. Alors il y a un côté, hein, j'avoue, nostalgique. Tu parlais de mélancolie tout à l'heure, Thibaut. C'est ça. Il y a comme un devoir d'aimer, comme dans un couple qui durerait un peu trop longtemps, mais dans lequel on reste, parce que finalement, on se sent bien et puis on n'est pas si mal que ça. J'aime plus la Ligue 1 comme avant, je l'aime autrement. J'ai vieilli un peu comme Sardou, mais je la pense autrement. La Ligue 1, c'est aussi une industrie. Maintenant, je la regarde comme une machine à créer des souvenirs et du commun. Alors c'est là où je suis un peu en opposition avec toi, Thibaut, c'est que cette importance sociopolitique finalement de la Ligue 1, elle montre la Ligue 1 autrement. J'ai un peu l'impression qu'au sens premier, c'est l'administration et la gestion de la Maison France qu'on voit au travers justement de notre championnat. Se défaire de la Ligue 1, pour moi, c'est comme la remettre en question, cette France. C'est interroger une part de l'âme du pays. Et là, c'est là où finalement je m'arrête. Parce que ne plus l'aimer, c'est mettre aussi en crise l'identité de nos territoires. La capacité à se sentir de quelque part, à se défaire des référents qui l'accompagnent. Et on ne pense pas à un championnat, on ne pense pas à un pays justement sans championnat. La Ligue 1, ces clubs, c'est un peu une part de notre histoire. Cette histoire commune, c'est des couleurs partagées, c'est une sociabilité en commun. C'est un ennui aujourd'hui qu'on partage. Mais même si elle est artificielle, cette histoire, elle est là. Elle rassemble finalement plus que bien d'autres choses qu'on a pu voir encore ces derniers temps. Vous connaissez la ritournelle, hein, ici c'est, et puis après vous complétez. Bon, bah, la Ligue 1, ça dit et ça fait la France. Ça dit et ça fait la ville. Quelque part, la Ligue 1, on ne peut pas la déterritorialiser. Pourtant, on l'aimerait, hein, parce que sportivement, ça nous permettrait d'avoir plus d'émotions. Mais il y a une part affective derrière. C'est un patrimoine. Alors, on en avait parlé dans une émission précédente. On parlait d'actifs immatériels, mais il y a aussi une vraie dimension affective, mémorielle. La Ligue 1, on a beau s'ennuyer, on a beau s'agacer, c'est comme les vieux potes, c'est comme les vieilles histoires, on y revient toujours. C'est un autre roman national. C'est l'un des derniers récits communs, finalement. Et c'est en cela, finalement, il y a quelque chose que j'ai du mal à, à accepter, c'est-à-dire que j'arrive pas à m'en séparer. Et puis, si je réfléchis un peu plus, je me dis qu'il y a une forte dimension aussi géoéconomique derrière. C'est que quand on regarde le club et la Ligue 1, c'est un vrai élément de marketing territorial de nos métropoles. On ne peut pas considérer la valorisation du pays sans penser à ce patrimoine-là. Il suffit de regarder hein, les sociologies qui sont publiées chez La Découverte, pour Rennes, Saint-Étienne ou Marseille. Les clubs y tiennent une part importante et l'identité du pays, en tout cas depuis 3 ou 4 décennies, s'écrit avec notre championnat. Se défaire de la Ligue 1, plus l'aimer, c'est l'affaiblir. C'est comme affecter le tissu social. Alors bon, c'est peut-être de la culpabilité personnelle, mais les clubs de Ligue 1, c'est comme une... en tout cas, je le vois comme ça, moi. C'est un support de représentation psychologique, sociale, mentale. Les clubs forment le visage des villes qui forment aussi l'archipel de nos territoires, ce qui fait notre pays. Si on prend par exemple Marseille, Paco Leao expliquait que on ne pouvait pas connaître la ville et y entrer si on n'était pas passé par l'antre du Vélodrome, si on n'était pas passé par cette socialisation et pas forcément un coup de parpaing contre des bus. Ça participe aussi. Mais la Ligue 1 et ses clubs, ça participe justement de cette puissance de l'imaginaire. Ça accompagne les territoires. C'est la France, hein, du plus local au global. C'est ce qui fait que on va encore écouter Pierre Bachelet et les Corons. Parce que normalement, cette chanson, d'abord, on l'écoute plus, on la chante plus, à part si on est nostalgique, ou alors qu'on est très vieux. Mais c'est une chanson finalement de miroir. C'est comme un doudou qu'on traîne. C'est une fenêtre sur l'histoire du passé, c'est une survivance des mines, des terrils, mais ça passe par là. Et donc, à chaque fois que je pense à la Ligue 1, j'ai juste une envie, c'est de tout lâcher. Et à chaque fois, ça me reprend, parce que finalement, le feuilleton de la Ligue 1, il est essentiel au sens premier. Moi, je repense au désespoir, par exemple, des Girondins en Bermuda, avec leur veste nouée sur leurs épaules. Ce Canelais-là, il n'a plus le même goût dès lors qu'il se mange en Ligue 2. Bah ça dit quelque chose. Nous, la Ligue 1, ouais, on aimerait bien la retrouver, c'est ça. Hein. Bah là, c'est plus proche du national que de la Ligue 2. Ouais, la Ligue 1, un jour peut-être. Mais je pense à Auxerre aussi, après la montée. Demander aux Stéphanois ce goût, justement, de l'élite, alors qu'on sait pertinemment qu'ils vont y aller pour faire quoi? Rien. Si ce n'est éventuellement pourrir le PSG avec des anciens. Bon, c'est ça aussi, moi, que je voulais faire ressortir, c'est que cette Ligue 1, quand bien même elle est la première à m'exaspérer, à m'ennuyer et à me faire sortir de mes gonds, c'est l'un des rares invariants dans ce pays qui fait société encore.
au-delà des clivages. Il suffit de regarder les supporters à distance, hein, qu'ils soient marseillais ou autres, ils disent qu'il y a quelque chose de ce mal nécessaire. La Ligue 1, même à l'étranger, on y revient. C'est comme la famille, on la choisit pas, parfois on la subit, que ce soit à Bastia ou à Paris, on l'aime telle qu'elle est et on la quitte pas. Bravo JB, je suis complètement d'accord avec toi pour dire que la quenelle sera beaucoup moins bonne en Ligue 2, qu'en Ligue 1 cette année. Et je vais laisser Flo, enchaîner. Enfin, quand je dis Flo, je parle évidemment du 9e de la conférence Ouest, avec son très beau pull, des Phoenix Suns. Et donc je te laisse enchaîner avec ta petite revue de presse, Flo. Alors comme ça, messieurs, on s'emmerde. La Ligue 1 n'aurait plus d'intérêt pour vous, vous ne l'aimez plus. Mais vous n'avez pas honte, de céder au lobby girondin maçonnique que David ne cesse d'installer dans cette émission. Évidemment qu'il n'en a plus rien à foutre de la Ligue 1. Son club est descendu en Ligue 2, a raté la montée lors de la dernière journée à cause de Marc, le Benoît Saint-Denis des Ultramarines. Et cette année, son Bordeaux se dirige davantage vers le national que vers le retour dans l'élite. Alors bon, vous comprenez bien le peu d'entrain de David à parler en bien de la Ligue 1. On sait tous que tu préférais largement causer de la Betclic Elite de basket. Thibaut, toi, même si Nice, pourtant loin d'être séduisant, est toujours sur le podium et que tu redécouvres Melvin l'Enchanteur, on sent que la saison légèrement moins flamboyante de Lorient et de Saint-Régis te pèse un peu. Et pour JB, malgré un projet de jeu et l'arrivée enfin cette saison d'un vrai coach, on sent que le départ de Messi et Neymar, finalement, t'affecte. Non mais sérieusement, contre qui gueuler cette saison au parc après les défaites à Newcastle ou Milan? Sandales saveur vanille? Ouais, pourquoi pas. Mais il n'a pas le cran de clubber toute la semaine suivant une défaite ou une blessure. Bon, toi Val, on va pas s'éterniser sur ton cas, on va te laisser souffler cette semaine après cette superbe, cette magnifique, cette resplendissante victoire en terre rennaise. Non mais Val, je comprends mieux pourquoi il fait profil bas avec l'OL. Des résultats calamiteux, pourquoi pas. Des finances aux abois, passe encore. Une guerre entre l'ancienne et l'actuel proprio, soit. Non. Le problème de Val en ce moment, ce sont ses supporters, dont en tête le très influent capot des Badgones, Johan Silvestri. Un leader qui, malgré un léger retrait, est revenu occuper le vide, laissé depuis le départ de Jean-Michel Aulas, et se pose plus que jamais comme la voix du virage nord. Un leader rarement contesté, bien que connu pour ses copinages avec l'ancienne direction historique, comme le racontent Vincent Villa et Hugo Guillemet pour l'équipe. Si certaines anciennes figures du club le confortent dans sa position actuelle, ses liens politiques, comme souvent entre Rhône et Saône, s'avèrent plus que limites. D'autant plus dans un groupe qui se revendique pourtant comme apolitique, mais dont le capot, justement, s'est également fait connaître sur la twittosphère. De par ses déclarations et ses likes plutôt très à droite, mettant régulièrement en avant les déclarations de Damien Rieu, Éric Zemmour, Gilles-William Goldanel ou toute la joyeuse bande identitaire. Bon, depuis l'enquête de l'équipe, le monsieur a retiré nombre de likes et retweets avant finalement de carrément supprimer son compte X. Toujours côté tribune, je vous conseille l'article de Adrien Aymar Doé sur le site de SoFoot intitulé À Reims, Delaune pétille enfin. Ou comment dans le sillage de l'équipe séduisante de Will Steele, Auguste Delaune se transforme peu à peu, malgré un public réputé feutré et très exigeant. Car c'est bien le coach belge, arrivé il y a à peu près un an, qui a réussi à insuffler ce vent de fraîcheur et de ferveur, comme le répète Théo, capot des Ultrem 95, le seul groupe ultra du club. Le changement de parquage vers la tribune jonquée n'a fait qu'accroître la ferveur naissante en Champagne, poussant le club à investir toujours plus sur son expérience stade, en changeant notamment de speaker, de système d'éclairage ou en augmentant les animations. Le symbole d'un travail de longue haleine, main dans la main entre ultra et direction. Et que de mieux pour faire vibrer nos stades que les dribbles chaloupés d'artistes en short. De dribble, il est justement question avec cette contribution de Robin Delage pour le site de la revue de l'After Média. Et ces interrogations qui... Et si le dribble était en péril? Et si l'instinct était en mutation? Et si finalement, l'art du football avait changé? Le dribble est incontestablement et statistiquement moins présent de nos jours, et revêt presque d'une dimension anti-système, d'un refus de se plier à des schémas rigides, dans un football toujours plus standardisé. Un constat appuyé par Juanma Lillo, adjoint historique de Pep Guardiola et l'un des pères fondateurs du tiki-taka, qui affirmait sur le sujet dans une interview récente au journal The Athletic que les bons dribbleurs appartenaient au passé. Alors moi, j'en connais quelques-uns des dribbleurs moyens. Il suffit de voir Val se déhancher tous les week-ends face à son 8e Ginto pour comprendre que l'art du dribble en a quand même pris un sacré coup. Mais en termes de dribbleurs, on ne fera probablement pas mieux qu'Éric Zemmour, ses copains de Reconquête, et Marine Le Pen et ses camarades du Rassemblement national. Non, parce que franchement, les anciens du Front National et un homme qui a déclaré que si tant de juifs avaient survécu à l'occupation, c'est grâce au régime de Vichy, tout ça présent à défiler dans une manifestation contre l'antisémitisme, c'est quand même un sacré pied de nez à l'histoire. À quand la marche d'Erdogan pour les Arméniens, l'hommage de l'Iran à Bilal Hassani, le spot publicitaire de Sandrine Rousseau pour Charal, ou pire, le soutien de JB aux Marseillais. Sans transition aucune d'ailleurs, c'était le sujet de la semaine dernière, vent de jeunisme en équipe de France avec la première sélection de Warren Zahir Emery, nouvelle coqueluche du foot français à seulement 17 ans.
L'occasion de se pencher sur la trajectoire du gamin, déjà patron du milieu parisien, avec Nicolas Sismortov, qui écrit qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Tout en mettant cependant en garde, malgré les qualités évidentes du milieu de terrain, face au risque de faire peser de trop lourdes charges sur des épaules si frêles et si jeunes, alors que l'équipe de France ne traverse pas du tout le même contexte qu'un PSG en pleine recomposition de son entrejeu. Bon, on vous rassure, Warren, on ne lui parle pas d'âge, un petit peu comme Kylian ou Louis Boyard. Doucement, JB, hein, je rigole. Il y en a quand même beaucoup plus de talent chez notre chouchou de la porte de Saint-Cloud. Pour finir, messieurs, vous avez sûrement vu ces images du tirage au sort de la Coupe de l'Inde révélées sur Twitter. Un tirage plus que louche et bizarre lorsque l'on voit le président de la commission des coupes, Jacques Lhuillier, tirer les boules, ou plutôt récupérer une sphère glissée par son compère, le très très bien nommé Jacques Valeur, sans la mélanger aux autres. Comme l'explique la Nouvelle République après que la vidéo ait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pauvre président des commissions de l'Indre. Probablement un fan de la France insoumise, de la 6ème République et de sa transparence démocratique, si chère à son despote Jean-Luc Mélenchon. Au fond, c'est peut-être finalement comme ça qu'il a choisi de mettre la sanction interne à Raquel Garrido, suspendue 4 mois comme pour avoir remis son chef en cause, autant qu'à son poulain Adrien Quatennens, pourtant condamné pour violence conjugale. Bon, sur ce, messieurs, je vous laisse parce que là, j'ai Madonna qui monte sur scène. Oui, Val, ouais, comment dire pour toi. Madonna, c'est un peu à la pop ce que Dante est au football, mais avec un micro et la peau de Jack Lang. Et avec 4 concerts à Paris en une semaine, je sens que ça peut craquer aussi vite que la NUPES en ce moment. Ou Thibaut, quand on lui envoie le code pour rejoindre notre 3e ligue MPG de 11e art de la saison. Merci beaucoup Flo pour Très cette fort. super revue de presse. Excellent. Je vais revenir un petit peu rapidement sur ce que vous avez dit sur cette première partie. David, tu as commencé cette première partie en disant que pour aimer sur la durée, il faut fidéliser, c'est ta philosophie de vie. Et que les clubs de Ligue 1 sont infidèles par nature et par obligation. Tu notes 2 aspects très importants pour comprendre ça. D'abord parce qu'ils sont trop dépendants des droits TV et des recettes de transfert, donc des effectifs qui changent énormément, et donc peu d'attachement pour les supporters au club et aux équipes. Tu donnes une statistique comme quoi seulement 5 clubs sur 30 ont une balance déficitaire et ont pris des risques, ce qui prouve justement cette dépendance au trading, et que justement ce recours systémique au trading impacte pour toi les performances négativement et aussi le rapport qu'ont les supporters au club. Et tu notes un deuxième aspect, tu parles de Tinderisation du football, qui est selon toi pas assez développé. Tu donnes l'exemple de MPG, qui est partenaire aujourd'hui de l'équipe et de la LFP, mais qui est une plateforme qui plafonne, que ce soit au niveau de son chiffre d'affaires ou au niveau de ses utilisateurs, alors que pourtant c'est un jeu qui suscite l'adhésion et les gens consomment selon toi juste pour MPG, et tu penses qu'il y a évidemment beaucoup mieux à faire à ce niveau-là. Thibaut, toi tu dis que la LFP se vante de son affluence, pourtant les résultats sportifs sont à l'exact inverse. C'est un paradoxe entre l'attente du public et la production footballistique. Les clubs présentés comme ceux qui ont le meilleur public sont d'ailleurs ceux qui sont en difficulté. Donc on calcule selon toi ce qui déçoit les gens, ce qui est symptomatique de notre football, de sa folie administrative avec une pseudo-modernisation et des procédures qui sont faites au détriment de la spontanéité pour toi. Et tu cites Valdano qui interroge justement la bureaucratie du football en te demandant, en disant que la multiplication des procédures empêche la spontanéité. Et pour toi, le vrai problème du football, c'est l'indolence, c'est-à-dire le décalage entre ton action et ta pensée. Et c'est le problème de la Ligue 1. Il y a une espèce de mélancolie des joueurs eux-mêmes qui sont surchargés et submergés par les règles, que ce soit les règles du jeu ou les règles de la data, par exemple. Et tu estimes qu'il y a une perte de la sensibilité. Et JB, toi, tu clôtures cette première partie en disant que la Ligue 1 t'ennuie, que ces équipes t'ennuient, que la PL te donne plus envie. À ce moment-là, tu repenses évidemment à ce projet de première ligue, et puis tu reviens sur ton premier avis, sur ton premier amour. Tu dis que selon toi, envers la Ligue 1, il y a un devoir d'amour, puisque c'est la France des villes de foot. Il y a une cartographie des places fortes de la Ligue 1. Et puis selon toi, elle a aussi une importance sociopolitique. On y voit l'administration et la gestion de la Maison France. La critiquer, c'est aussi se défaire de certaines places et localités. On ne peut pas la déterritorialiser, pardon. Et tu parles aussi de cette forte dimension géoéconomique. Selon toi, les clubs de football sont des éléments de marketing territorial pour les métropoles. Les clubs ont un rôle dans la sociologie des villes. Et tu conclus en disant que le feuilleton de la Ligue 1 est essentiel, bien qu'ennuyeux, et que c'est un des invariants qui fait encore aujourd'hui société. David, je te laisse enchaîner sur cette deuxième partie. Absolument. Il y a un thème qui exactement, il y a un thème qui m'est cher et que, je voulais développer d'abord en première partie, après je pensais que ça aurait fait un peu long. C'est le thème de la gratuité, et ce thème, j'ai une approche un peu, duel. La gratuité, est-ce que la gratuité
en tout cas partielle, dans l'accès au stade, un peu comme l'a fait le Paris FC, dans le but d'un côté de séduire des investisseurs, des sponsors et d'accroître, de fidéliser sa communauté, et la gratuité très partielle télévisuelle, c'est-à-dire qu'un match de Ligue 1, comme la Ligue 2 le fait avec l'équipe TV, en clair par semaine, comme énormément d'entre nous qui sommes venus au football par les soirées. Alors d'entre nous, je parle aux membres du COMEX. Vous pensez, que vous confondez Roger Isabelle et Léon Zitrone, je pense, mais nous, on est venus en fait Après. on est venu au football par les soirées de Ligue des Champions de Roger Isabelle, avec des matchs en clair, avec Giroud en chroniqueur vedette. Il était déjà vieux à l'époque en plus, Giroud. Donc voilà, est-ce que justement cette gratuité partielle dans l'accès au stade et dans la retransmission de la Ligue 1 pourrait faire rebondir l'attrait ou accroître l'attrait de la Ligue 1, toucher des nouveaux publics, peut-être plus jeunes, peut-être plus familiaux, et justement la rendre plus désirable. Et moi, je souhaiterais en fait avoir l'avis je sais que Thibaut a un avis notamment pour l'accès au stade, mais c'est vraiment une question que je me pose. C'est pas du tout pour relancer le débat, mais je suis très très intéressé Est-ce et curieux quant à la est-ce qu'on peut peut-être, potentielle da retombée positive sur la gratuité. ouais, c'est ça, est-ce qu'on peut peut-être expliquer justement, l'impact économique que ça pourrait avoir justement de la gratuité des stades, Parce que Pierre Ferracci, en fait, le discours de Pierre Ferracci, et c'est aussi le discours du board du Fortuna Düsseldorf en Bundesliga 2, comme on dit dans le texte, hein, en deuxième division allemande, c'est de rendre l'accès gratuit. Alors, Ferracci le fait pour tout le reste de la saison, afin de susciter une habitude, de développer une habitude, de fidéliser, comme je le disais dans ma première partie, de donc faire consommer plus de personnes au stade. Et d'un autre côté, on sait qu'il y a énormément d'entreprises qui recherchent un peu une approche RSE, inclusive, communautaire, donc qui cherchent à faire du sports washing. Donc lui, il fait le pari que son million perdu en billetterie, il le retrouvera non seulement en dépenses de food and beverages, comme disent les clubs, ou en sponsoring. Donc, La c'est question, c'est est-ce que ça fait, est-ce que ça accroît la désirabilité de la Ligue 1, qui est un peu le sujet de ce soir? Est-ce que ce type d'initiative peut rendre la Ligue 1 plus attractive et un peu résoudre le désamour qu'il peut y avoir, même si c'est un amour sincère pour JB qui aime le terroir et les champignons et les omelettes au cerf. Et si on peut plus faire le réac 35 secondes en faisant écho Non, au mais patrimoine et à la mais France éternelle, bordel. Faites-lui une omelette au Thibaut, cerf avec un verre je de le lis rouge aussi, et tu vois, à Même moi, j'y croyais l'échantillonnage, pas. en fait, au produit d'appel d'un match en clair de Ligue 1, par exemple. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que je ça suis peut pas sûr avoir qu'on des puisse effets? comparer un match en clair avec le PFC qui ouvre ses portes. D'ailleurs, Mais c'est un produit d'appel, c'est un peu six le mille même cinq cents but. personnes se sont précipitées qui sont les mêmes en fait que d'habitude, sauf que cette fois-ci ils payent pas pour aller voir le premier match gratuitement. Donc je suis pas certain que tout le monde a communiqué là-dessus. Je suis pas certain que 6500 personnes ce soit une véritable entrée triomphale, quoi. Je suis pas sûr. Je sais pas. Moi, je suis un peu sceptique sur cette affaire-là parce que bon, alors sur le papier, évidemment, on est tous d'accord, hein. On est pour l'inclusion, on est pour que on est pour que tout soit gratuit, pour que tout le monde, personne ne travaille, tout le monde ait des loisirs, etc. Tout le monde parte en vacances, etc. On est tous d'accord là-dessus, qu'il n'y ait plus de guerre, plus de maladies, etc. Ok. Une fois qu'on a dit ça, maintenant regardons la réalité. La réalité, c'est on est surtout à Paris, surtout en banlieue parisienne, on n'est quand même pas dans un moment le plus fraternel de l'histoire parisienne, c'est moins qu'on puisse dire. C'est pas le moment non plus où on a envie d'ouvrir la porte à tout le monde. C'est pas vraiment le moment où on a envie d'être hyper inclusif. On a surtout d'abord envie peut-être un peu de se protéger, de se rassurer au moins. Cette initiative qui était un peu à contre-courant, ça peut être parfois bénéfique. Hein, je vois pas, j'ai rien contre ça. Mais je suis pas certain que ce soit vraiment la solution, parce qu'un des problèmes de Charletti, c'est que c'est un stade vétuste. Donc, moi, je veux bien que ce soit gratuit, mais la gratuité dans les toilettes sales, ça changera rien. Enfin, ça sera des toilettes sales. Donc,
Non, mais pardon, je dis une évidence là. Je dis 2 plus 2 égale 4. Je dis à un stade qui est pas agréable, où il fait froid, c'est moche, où en plus c'est la Ligue 2, bon bah non, t'as pas envie de t'y précipiter. Ah bah c'est gratuit. Bah avant c'était combien? C'était 10 euros. Bon, c'est pas une rupture anthropologique, quoi. Je veux dire, on n'a pas changé d'univers là en faisant ça. Donc ce que je veux dire juste, c'est que tant mieux s'ils le font. Je suis content si ça permet à certaines personnes, surtout aux gamins, d'aller dans les stades. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut attirer du monde? Donc est-ce que en retirant de la valeur, ça va attirer du monde? Je suis pas certain. Regardez, les gens se précipitent pour acheter des Louis Vuitton et pourtant c'est les sacs à main les plus chers, les valises les plus chères. Ils vont pas, les gens se précipitent pas pour aller acheter des valises à 10 euros. La valeur, le prix tue aussi une partie de la valeur. Et que donner de la valeur à un produit, c'est parfois faire l'inverse en fait, en réalité. Hein, pour quelque chose de sacré, c'est quelque chose de fermé. Regardez, dans les grands monuments, dans les grands monuments religieux, la partie la plus sacrée, c'est la partie à laquelle on n'a jamais accès, on la ferme. C'est la partie des privilégiés. Les carrés VIP sont fermés, les clubs sont fermés. Un club, par définition, c'est quelque chose de fermé. Hein, c'est la définition même du club. Un club, c'est tout le monde n'est pas membre d'un club. Donc moi, je parle d'un point de vue purement intellectuel. Après, je suis pas contre l'initiative. On peut difficilement être contre. Ce qui me semble un peu étrange, c'est l'argumentaire, surtout quand on vu la nature des sponsors du Paris FC. C'est pas vraiment une ONG. Donc j'ai un peu de mal à comprendre l'opportunité de faire ça, hormis un coup de pub passager et qui, à mon avis, est provisoire. Ça a été Je vais très aller. efficace à Düsseldorf, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, alors Düsseldorf, c'est Non? particulier. Il y avait un contingentement de Mais places, il y avait attendez, la 5000 société places. allemande a rien à voir Et avec c'est la la société société Oui, oui, bien allemande. sûr, bien sûr. française. Et Non, mais puis, ça fait sans partie. vouloir être vexant, la qualité C'est... du spectacle à Düsseldorf et la qualité de la ville n'ont rien à voir avec ce Ah qu'offre Charletti. oui, Le stade, ça n'a rien à voir. Enfin, le stade de Düsseldorf, il est fréquentable. Le stade de Charletti, tu as envie de le raser. Mais Mais non, mais si on va dans le... c'est pour ça que l'initiative en tant que telle peut être intéressante si le projet derrière est intéressant aussi, si le Alors, produit est intéressant. ce qui est assez intéressant, c'est que dans toutes les logiques de développement, les associations qui font de l'éducation sur place ou qui essaient justement d'engager les gamins dans les trucs te disent une chose, quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Si ça n'a pas de valeur, ça ne sera pas considéré comme quelque chose de valorisant. Donc on n'y va pas. À l'inverse, un prix minimal, même 1 euro, tu vois, un truc symbolique, c'était le principe de la fête du cinéma à un moment donné. C'est-à-dire que tu amènes les gens, mais ton produit a de la valeur. Là, l'idée de l'entrée gratuite, même le Paris Saint-Germain, au moment de sa naissance, n'avait pas fait ça. Quand Richter a fait le tour des écoles dans les années 80, il y avait un prix minimal, c'était 10 francs. C'était infinitésimal à l'époque, c'était une pièce. Vous n'avez pas connu ça, vous, les gars. Mais cette pièce-là, elle disait quelque chose, c'est-à-dire, ça n'est pas gratuit, ça a de la valeur, par contre, on vous permet d'entrer et de justement rentrer dans le club. Là, à mon avis, toute la difficulté de la stratégie de Ferracci, c'est qu'ils ont voulu faire un coup de com' et le maquiller derrière une opération porte ouverte, sauf que là, ça n'a pas forcément fonctionné quand on voit les chiffres. Alors, ils sont gargarisés sur le premier match. On est en plein mois de novembre, c'est-à-dire qu'il fallait le faire avant, tu savais pas le faire là. Et puis surtout, derrière, ils vont avoir les problèmes de sécurité, parce qu'ils ont eu les problèmes de sécurité. Et ça, c'est pas Complètement, forcément ouais. ressorti. Ça a eu du mal à rentrer. Il y a des gens qui avaient des billets, qui avaient payé, qui, eux, n'ont pas pu rentrer. Il y avait des gens qui sont venus sans billets parce que la campagne de com était tellement imprécise que ça a posé problème. Et puis, là, ça va, c'était des matchs lambda. Mais quand les ultras bordelais, ces gens qui se baladent Dans 2 avec semaines. des vestes dans 2 semaines, vont arriver avec un autre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils sont pas méchants, mais... Non, mais ils sont pas méchants, mais évidemment qu'ils sont pas méchants. Heureusement qu'ils mordent Ah, pas. non, Mais c'est un nunchaku, oh là là, nunchaku. voilà, C'est bon, bon, c'est bon. c'est vrai quoi, t'as le droit, si on n'a plus le droit de taper les joueurs maintenant, bon. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que derrière ça, la politique du billet gratuit, elle va poser des problèmes de sécurité publique. Et Charletti reste un bordel sans nom. Encore une fois, moi je trouve que c'est une solution administrative à un problème sportif. C'est-à-dire on s'est dit, ah bah les gens ils viennent pas, c'est trop cher. C'est simple en fait. T'es dans une réunion, ça fait bien, tu fais un PowerPoint, ça peut être brillant, tu vas sur un plateau de télé, on peut dire, ah bah il est sympa, c'est vrai, c'est une bonne idée, on va démocratiser, tu vois. C'est absurde en fait, c'est des Alors solutions que, ouais. de technocrates en fait, des solutions de technocrates où la réalité d'un stade déjà c'est que gratuitement, à la limite, tu vas au parc avec ton gamin, et encore, au Luxembourg, c'est payant maintenant, donc j'ai découvert ça. Mais quelque chose de gratuit dans un cadre comme celui-là, à part gratuit, à la limite, une journée gratuite au Santiago Bernabéu, au Parc des Princes, pourquoi pas?
journée porte ouverte, tu dis, et là, tu dis, waouh, c'est et ça te donne envie d'y retourner. Mais un truc qui est tout le temps gratuit, qui est en plus vétuste, pour voir une équipe de Ligue 2, ça envoie pas le message d'un C'est truc exactement ce que j'allais premium, dire. quoi. Et après, C'est ça. jamais tu pourras refaire payer tes places. Comment tu vas faire? Et d'autant plus que tu n'es pas propriétaire du stade. Donc tu fais l'entrée gratuite chez quelqu'un d'autre. C'est super. Ça coûte pas cher. Enfin, ça te coûte 1 million. Mais bon, au final, en termes d'immobilisation d'actifs, toi, tu n'es pas concerné, en fait. Mm. Tu vois, donc, à part la démagogie et la folie administrative, je vois pas véritablement d'autres motivations. Faut faire Et la si bière tu... gratuite, peut-être la bière gratuite. Non, ça attire beaucoup. mais même, attends, Ah si, alors attends. quiconque est allé à Là, Charletti, non, non, là, non, je vais m'imposer là. attends, va à Charletti, commande une bière. Il n'y a rien de pire en termes d'expérience client que d'aller à Charletti pour commander une boisson. C'est un enfer, c'est pas prévu pour. Tu ne pourras même pas compenser ton million d'euros par tes recettes food and beverage. C'est pas possible, ça rentrera pas. C'est-à-dire que derrière, le vrai problème, c'est que ton offre est dégueulasse. Ton spectacle n'est pas à la hauteur, ton entre n'est pas à la hauteur, et rien répond aux critères de qualité qui ferait d'un spectacle premium quelque chose qui serait exceptionnel et que tu aurais envie finalement de mettre en avant. Même On a Rai, quand il constaté- en parle, il est gêné. On a constaté très facilement sur ce domaine-là, en matière culturelle, l'accès aux biens culturels, que Bourdieu s'est trompé encore une fois dans les grandes largeurs, à savoir que dans Les Héritiers notamment, et dans le, je sais plus comment s'appelle son bouquin sur la culture. Regardez l'Éducation nationale et vous allez voir ce qu'a donné Bourdieu. Vous allez voir les conséquences de la pensée, les conséquences catastrophiques de la pensée de Bourdieu. Pardon, alors là, je sais, c'est terminé. De toute façon, mon cas est réglé depuis longtemps, je sais ici. Mais notamment, un élément très simple, il y a des choses très intéressantes chez Bourdieu, mais il y a beaucoup de conneries aussi. C'est que un des problèmes, c'est suite à des enquêtes qu'il avait faites dans les années 80. JB Hatchin du bouquin, c'est pas Les Héritiers, c'est le, je sais plus bon. Et c'est la distinction. C'est dans la distinction, peut-être, Il me semble. peut-être dans la distinction, où il fait une enquête sur les pratiques culturelles des Français, sur les goûts culturels des Français. Alors, dans la distinction, je sais pas si c'est dans celui-là, mais dans la distinction, il y a un truc intéressant sur la question, effectivement, de la distinction, le goût et le dégoût des autres. Ça, c'est très intéressant. C'est une formule un peu qui claque et qui rend les choses intéressantes, mais c'est pas vraiment le cœur de ce que je voulais dire là. Ce qui, lui, par contre, essaie de démontrer, c'est que le problème, et qui a été ensuite tout le cheval de bataille de Jack Lang et de toute la gauche, de toute la politique culturelle de la gauche pendant 30 ans, c'est le problème de l'éducation, le problème de l'accès à la culture est d'abord un problème d'accès social et économique. C'est parce que les musées sont trop chers, parce que l'accès à la culture est cher, et c'est donc en baissant le prix, en baissant la valeur, que les gens vont se cultiver. Bon, alors là, on est forcé de constater que tout est gratuit actuellement sur les réseaux. On ne peut pas dire vraiment que le niveau intellectuel et culturel est vraiment progressé. Donc, on voit l'échec et l'aspect totalement inopérant de cette théorie, qui c'est absolument pas l'accès à la culture qui empêche les gens de se cultiver. La preuve étant qu'il n'y a jamais rien d'aussi peu cher. La culture n'a jamais été aussi peu chère que maintenant. Tu vas sur YouTube, tu peux aller visiter des musées. Enfin, c'est très très peu cher. Un iPhone, ça coûte 900 €. Voilà. Donc entre un iPhone et le musée du Louvre, les gens préfèrent toujours avoir un iPhone. Alors ça coûte quasiment 900 fois plus cher que le Louvre le mardi soir. Je crois qu'il y a des soirs où c'est gratuit. Donc je veux dire, c'est pas un problème d'accès économique. C'est un problème beaucoup plus compliqué que ça. Et quand tu penses que le problème de ton stade, de ton club, et encore une fois, je pense qu'il faut le comparer aux pratiques culturelles, aux pratiques sportives, du sport spectacle, une pratique culturelle. Si tu appliques des méthodes avec des diagnostics qui datent des années 70 sur un problème qui est un problème beaucoup plus vaste comment dire, d'attractivité de ton club, en te disant je vais supprimer la barrière à l'entrée, donc les gens vont venir. Il faut n'avoir rien compris à l'époque, absolument rien compris à l'époque, parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde que sur des trucs payants. Donc la preuve, je te dis, il y a des gens qui font la queue devant les Apple Store pour s'acheter des iPhones à 900 €. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas que un problème d'argent là, il y a un problème plus compliqué d'attractivité, de volonté, de désir d'y aller. Et le désir prend plusieurs formes. Et à mon avis, une des formes du désir, c'est aussi la valeur que tu vas donner, le prix d'entrée au club dans lequel tu vas aller. Quelle est la ligue la plus attractive du monde? C'est la première ligue, et c'est certainement l'endroit où les stades sont, où les coûts d'entrée dans les stades sont les plus chers. Donc c'est pas une pensée agréable. C'est pas agréable de penser que parce que c'est cher, t'as moins de violence et c'est plus attractif. Je suis d'accord avec vous, c'est pas très agréable à entendre. En revanche, c'est la réalité. De fait, Ouais. c'est ce qui se passe. Je vais aller dans ce sens-là. En Angleterre, par exemple, ils ont fixé la gratuité des musées. Au bout de 3 ans, ils ont fait une expérimentation. Ils ont regardé sociologiquement s'il y avait une différence entre ceux qui venaient avant et qui payaient et ceux qui maintenant fréquentent les musées. Il n'y a pas de différence.
C'est-à-dire qu'en 3 ans, ça s'est complètement effacé et donc le critère reste socioculturel. Et donc la vraie question, c'est l'éducation. Alors là, si on reprend Bourdieu, c'est l'habitus. Mais derrière, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les stades, il aurait été plus simple d'aller dealer avec les écoles et dire voilà, on vous emmène et on vous montre Bien ce que sûr, c'est qu'un match. bien On sûr. prend les écoles de foot, on vous emmène et on vous explique comment être supporter. Et on Pour vous 16 fait les millions clubs. d'euros, tu le dépenses là. Tu le dépenses là, t'offres des écharpes au gamin. Le gamin qui n'a pas les moyens de s'acheter son équipement. Parce que là, mine de rien, quand t'es pauvre, mine de rien, tu rentres dans le stade. Ok, tu vas voir un match pourri, mais t'as envie de prendre une boisson. Bah, t'as pas l'argent. Tu veux acheter un équipement, ton prix, ouais, ok, ils ont vendu 7 écharpes de plus que d'habitude. C'est ce qu'ils disaient. C'était ridicule. Je crois que c'est la stat la plus incroyable, la plus incompréhensible. Ils ont vendu 7 écharpes de plus. Et là, tu fais, ouh, 7 écharpes de plus, les gars, arrêtez tout. C'est une augmentation de 50% quasiment. Non, mais c'est un délire. Sauf que ton écharpe, elle est à 20 balles. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? À l'inverse, offre l'écharpe au gamin, fais-le rentrer avec une place à 10 euros, offre-lui l'écharpe. À vie, il est marqué par ça. Fais venir tes joueurs. De toute façon, ils servent à rien. Ils jouent un match de Ligue 2 derrière. Tu les fais venir, tu leur fais faire le tour du match, tu auras une identification. C'est comme ça qu'avait fait Echter. Et mine de rien, ça a fonctionné. Quand Ouais, Daleb mais tu peux pas arrivait, comparer avec Echter parce que Echter, t'avais pas d'offre footballistique en fait. Là, le PFC, ils sont forcés de se différencier parce que vous me parlez de la première ligue, mais la première ligue, ils font payer cher parce qu'ils ont un spectacle derrière. Mais le PFC et d'autres, ils le font parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. mais Donc ils essaient de trouver un demi-chemin. Ouais, Moi, je veux bien que tu me fasses une comparaison avec réfléchir un Echter, peu, mais hein, t'avais t'as le droit de réfléchir un peu. mais T'es t'avais pas pas obligé d'offre de. footballistique avec Echter, donc forcément tu peux le faire payer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est leur parti pris, il n'y c'est de avait pas faire d'offre à grossir la l'époque. Hein. communauté. Mais non, mais oui, mais ce que je te dis, c'est que L'offre au le parc, PFC, c'était catastrophique le parc à l'époque. Hein. ils sont en concurrence avec le Red Star et ils sont en concurrence avec le PSG. Donc forcément, ils sont obligés de se différencier. Après, je te dis pas que ce sera fructueux, je te dis pas que c'est adéquat, mais eux, leur but, ils se disent, écoute, nous, on a déjà tout essayé, on n'a pas les actionnaires, il y a un actionnaire à Bahreïni, il y a Rai dans le capital, il y a Ferracci pour faire grossir l'équipe sportivement. Donc eux, ils se disent, on essaie de faire grossir la communauté comme ça. Après, que ce soit juste ou pas juste, voilà. Mais faire la comparaison avec le PSG de l'époque où tu n'as aucune offre footballistique à Paris, je trouve que c'est pas, tu Après, peux pas comparer. t'as un positionnement. Leur problème, c'est le positionnement par rapport au PSG. Mais bon, on a l'impression que il est facile le Et le positionnement Red du Star, PSG. qui Oui, le Red qui Star. attire beaucoup plus qu'à une Si histoire. tu veux, mais c'est pas du tout le même coin, le Red Star. C'est pas du tout le même endroit. Et c'est pas du tout la même histoire. Le positionnement de. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ce soit si compliqué que ça d'avoir un positionnement à Paris qui soit pas le même positionnement que le PSG. C'est facile. Le PFC a déjà un centre de formation productif avec des gens compétents, déjà une tradition de formation. Il y a des anciens joueurs. Il y a de quoi faire en fait. Il y a une tradition au PFC. C'est un club ancien, il est plus ancien que le PSG. C'est un club qui a beaucoup bougé, mais qui reste un club historique à Paris et qui, en termes de positionnement, peut se positionner parfaitement comme un club populaire, pourquoi pas, de la banlieue sud, pourquoi pas. Mais est-ce que populaire égale gratuit? Moi, Non, Non, il y a les gens riches, les stars, les Madonna et compagnie, tu crois qu'ils y payent des trucs, tout est gratuit pour eux, les fringues, tu vois. La gratuité, c'est pas parce que t'es pauvre que c'est gratuit, enfin, ça veut rien dire. L'eau, c'est pas gratuit. L'électricité, c'est pas gratuit. Tout a de la valeur. Après, à partir du moment où tu enlèves de la valeur à quelque chose en supposant que la barrière vient du prix, bah, je pense que t'as rien compris ce que eux, c'était c'est pas que, vrai, ce que c'est pas c'était vraiment ça. l'amateur, Eux, quoi. leur idée, c'est vraiment de faire grossir la communauté. Et en fait, Oui, mais s'ils en donnent un supposant prix, que si la communauté ne grossit pas, c'est parce que c'est payant. C'est ça que c'est ça que veut c'est à dire. cause du prix. Mais après, quelque chose, en fait, si tu veux, toi, tu faisais la comparaison avec un sac Vuitton. Tu me mets la place à 60 euros au PFC, personne ne viendra. Enfin, tu vois, Oui, mais parce que c'est pas la bonne eux, stratégie, ce c'est qu'ils pas veulent, dans mon positionnement. ce qu'ils veulent, Oui, c'est du nombre, mais en parce fait, que si tu veux. ce serait mettre, c'est comme un sac Vuitton qui serait en fait un sac Zara. Enfin, le sac Vuitton, il est quand même Mais c'est d'une ce qu'on dit, qualité quand même un peu mais c'est supérieure. ça. Donc il faut C'est ça. il Sauf faut qu'ils n'ont pas les faut moyens de transformer le Zara en Vuitton. Donc, en fait, si tu veux, ils essaient avec une ben, de limite. gagner autrement. je sais pas, Moi, ce qui me rend peut-être. dingue, c'est que c'est une opération à 1 million d'euros quand même, l'histoire. C'est-à-dire que derrière, si tu prends juste la moitié de ça, tu mets en concurrence toutes les écoles de commerce du coin avec des gamins qui ont entre 20 et 25 ans. Je peux te dire que des idées capables d'aller faire grossir une communauté, à commencer par avoir un community manager, bah, ça peut jouer. Je veux dire, ouais, t'as des clubs qui sont capables de faire croître leur communauté et qui sont capables de transformer ça pour faire venir des gens au stade dans un contexte compliqué, avec de l'événementiel, avec beaucoup moins d'argent. Et Mais qui? fondamentalement, tu regardes les clubs de basket allemand, tu regardes une partie de ce que fait justement la Bundesliga 2, tu regardes ce qu'a fait l'Union Berlin, tu regardes par exemple Ouais, derrière, mais tu fais de ils ont une l'événement. vraie histoire, l'Union Berlin. Bah, Enfin, tu PFC vois. aussi.
Ça PFC, la c'est mérite Ah pas, mais incroyable. non, celle-là. mais le PFC, ils jouaient à Porte de Montreuil il y a 5 ans, enfin, tu vois, il y a Mais 6 ans. Ils sont au plus haut alors qu'ils ont attends, jamais C'est été, là, en un fait, je si club. tu veux. précise ce que je vais te dire. Si demain, avec le même budget, même 10% du budget, tu colles 5 écoles de commerce en compétition sur un projet et tu leur fais sortir finalement des initiatives. Moi, quelqu'un qui, en école de commerce, me propose ce type de projet, je le retoque parce que ça veut dire que je suis capable de le désamorcer en 5 minutes. Et la vraie question, c'est que derrière, c'est la question de sa viabilité. Je comprends l'idée de la faire croître, la communauté, mais les résultats, ils ne seront pas au rendez-vous. Parce que tu lances pas ça en novembre déjà. Il n'y a rien de pire que d'aller à Charletti en novembre. Déjà, tu sais que d'emblée, tu vas te tirer une balle dans le pied. Ouais, en même temps, c'est ce qu'il se dit. C'est en novembre, c'est gratuit, les gens ils vont venir. Ce qui est absurde, en fait. C'est absurde. Tu vois ce que je veux Comment dire? c'est C'est absurde sur le comme principe, je argument? comprends. Mais dans la réalité, qui est-ce qui a eu cette idée-là? C'est encore 3 mecs dans un bureau qui se sont regardés en disant: «Oh putain les gars, j'ai une idée, c'est un truc de dingue. Il y a Düsseldorf, ils ont fait ça, mais ils ont ouvert une tribune. Nous, on va être des fous. On va ouvrir tout le stade». Je je pense vraiment que ça s'est décidé Ouais, ouais, comme je ça. pense. Ouais. Ouais. J'ai juste une question, c'est quid du coup du parquage visiteur dans ce cas-là? Parce que Charletti, c'est toujours beaucoup plus rempli sur les parquages visiteurs. J'étais au match contre Auxerre il y a 3 semaines, où c'était uniquement des supporters auxerrois. Est-ce qu'eux aussi ne payent pas? J'ai aucune idée, je sais pas du tout. A priori, ce que j'ai lu, moi, c'est qu'ils payaient, mais ils restaient sur un tarif très bas. Je crois que c'est 10 €, un truc comme ça. Et le reste, la billetterie, en réalité, elle est gratuite, mais si tu la prends sur la billetterie officielle du club, et donc tu as un ticket disant que ton billet est gratuit. Donc tu es checké à l'entrée. Enfin, d'après ce qu'on a dit, parce que les retours qu'on a eus de potes qui y sont allés, c'est que certains sont rentrés sans billet, d'autres sont rentrés avec des billets gratuits, d'autres sont rentrés, enfin, n'ont pas pu rentrer alors qu'ils avaient des billets. Enfin, c'était une belle galère. Parce qu'on avait vu déjà sur certains matchs là-bas, quoi. Les gars, on va clôturer cette émission parce qu'on est déjà à 1 heure d'émission et puis je vous rappelle que vous vous levez tôt demain. Donc, il faut aller bosser. On va quand même finir avec nos petites, recommandations habituelles. David, je te laisse commencer. Un article de The Athletic sur 4 tactiques ou en tout cas modes de jeu qui sont tombés en désuétude. C'est assez intéressant parce qu'on parle souvent, en fait, même régulièrement, de nouvelles tactiques, sans oublier celles qu'on n'utilise quasiment plus, dont le 4-4-2 à plat, qui, à part pour défendre, en fait, est très très peu utilisé. Donc, je le conseille. C'est un article un peu nostalgique, tactique. Je fais pas beaucoup, de manière générale, on fait pas beaucoup de recommandations foot, en fait, dans cette émission. Donc, allons-y. Très bien, merci beaucoup. Tim? Moi, sorti de la nouvelle revue de l'After cette semaine, qui est sortie sur le nouveau football, le grand n'importe quoi. On La essaie d'indiquer recommandation permanente. recommandation permanente, une recommandation d'autant plus d'actualité qu'il est sorti donc cette semaine, avec nos amis JB et David qui y sont dedans, au Roadster, avec l'arrivée de Valdano aussi. Ça, c'est la grosse recrue Un qui peu vient au-dessus de remplacer nous, bref. Ouais, voilà. Mais qui vient remplacer Lio, qui est maintenant avec City, donc il ne peut plus écrire. Donc voilà, du Thomasson, et l'idée de réfléchir un peu à faire une sorte de panorama de toutes les grandes innovations pour les meilleurs et les pires sur ce qu'on pourrait appeler, nous, le nouveau football. Voilà, et deuxième partie consacrée à la World Cup 94, qui est un peu à l'origine de toutes les grandes évolutions qu'on a maintenant. Donc c'est à la fois nostalgique et en même temps analytique sur les grandes innovations, à commencer par la victoire à 3 points ou les droits télé, la naissance de la MLS, etc., qui datent de cette époque-là. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. On est très contents. Super. JB? Alors moi, j'ai envie de vous conseiller la biographie qui est sortie chez Vedemir de Michel Sardou, mais je vais arrêter mes conneries et je vais qui existe vraiment, hein, c'est sorti vraiment la semaine dernière. C'est Ouais, Florent ouais. Baraco, le Red Du Chef point, Figaro hein. qui l'a sorti. T'es en Du train de la point. faire vraiment Euh, ta reco là. et non, non, c'est Superman Red Son qui est sorti chez DC Comics. Et c'est comment Superman se serait planté de territoire, ne serait pas arrivé au fin fond du territoire des rednecks américains, mais serait au contraire arrivé chez nos amis staliniens communistes de l'époque. Et Ah, donc c'est marrant un ça. Superman qui serait communiste. C'est une uchronie qui est très sympathique à lire et que je conseille. Voilà. Flo? Eh ben, moi, le 2 décembre, samedi 2 décembre, je ne vous conseille pas de regarder Guingamp en PFC puisque c'est pas à Charletti et qu'on en a rien à faire, mais d'aller à Bauer puisque le club a obtenu la dérogation pour jouer son dernier match à domicile avec la tribune historique, tribune ouest, Attends qu'on ait du pris les places communé avant de recommander ça, putain.
Ouais, j'avoue. On n'est pas sûr d'en avoir C'est pour pas tout le con. monde. Plus communément appelée et connue sous le nom de Tribune Rino Della Negra, qui avait été inaugurée en 1922. Et ça va être la dernière de cette tribune historique qui est là, pour le coup, la dernière à être pétée dans le stade. Donc une grosse fête qui se prépare, et pour une fois, la FFF a été plutôt cool, plutôt conciliante, les diffuseurs aussi, et le match a été décalé au samedi pour que la fête soit plus belle. Donc je vous conseille d'y aller ou de regarder ça à la télé sur Canal, je pense. Je pense que Il y a ce le sera Red sur Canal, Star, ouais. c'est à C'est à C'est Bauer, Bauer. mais uniquement à Bauer. et uniquement à Bauer, ouais. Vous y serez, David, tu y seras, toi? Ouais, je vais essayer de venir, ouais. Au lieu de nous proposer Je vais d'aller voir venir des avec matchs au PFC, là, d'aller voir tes PFC Bordeaux, viens je plutôt vais à PFC Bordeaux, moi. Voilà. Très bien. Bah, nous, on y sera en tout cas. Et moi, je vais terminer. J'ai pas eu trop le temps de préparer ma reco, donc je vais faire un truc un peu général. Je vais vous recommander le média qui s'appelle Grunt. Je crois que je l'avais peut-être même déjà recommandé l'an passé. Je crois que tu l'avais déjà recommandé l'an C'est passé. vrai? Bah Et voilà, on a bah, pu le c'est voir. c'est toujours aussi bien. Grunt, qui est un média spécialisé sur le rap, qui fait à la fois des open mic, à la fois des interviews, et ils ont lancé dernièrement une chaîne Twitch sur laquelle ils font des contenus qui sont hyper sympas. Notamment, ils retravaillent des pages Wikipédia avec toute une communauté de gens qui les suivent pour les compléter et les rendre beaucoup plus fournis. Et en vrai, le concept est assez cool. Donc voilà, je recommande chaudement Grunt, G-R-U-N-T. Les Je gars, conseille merci par beaucoup. exemple le Grand Vas-y. 59 à la piscine de Roubaix. L'open Voilà, mic à la piscine de exactement. Roubaix. Voilà, Ah, c'est exactement. incroyable. Avec un artiste qui s'appelle Bécard. Merci beaucoup, les gars, pour cette émission. C'était très cool. N'hésitez pas, si vous nous écoutez, à nous soutenir, évidemment, sur les réseaux sociaux, nous partageant, nous likant, ou alors sur notre cagnotte Helloasso. C'est toujours aussi important pour nous pour continuer à développer ce podcast et ce média aussi. Et nous, on est évidemment de retour la semaine prochaine avec un nouvel épisode du Comex, et cette semaine avec un épisode de Sous le Capot, notamment sur l'impact des supporters dans la guerre en Ukraine, avec une intervenante qui est spécialisée, qui a fait une thèse là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre cette émission qui sera, je l'espère, très intéressante. Merci, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao à tous.